Avant de lancer l'épisode, j'aimerais te parler d'un accessoire qu'on néglige trop souvent quand on court, à savoir la chaussette. Si tu m'écoutes régulièrement, tu sais que pour moi, le confort et le plaisir passent avant tout. Et justement, j'ai découvert Pandouce lors de ma préparation pour le marathon pour tous. Pandouce, c'est une marque française de chaussettes techniques pensées pour les coureurs, les trailers et les cyclistes. Elles m'ont accompagné durant toute cette aventure sans une seule ampoule. Pandouce, ce sont des chaussettes made in France, imaginées à Laval, confectionnées à Limoges à partir de fibres recyclées. Ultra confortables, respirantes et surtout conçues pour éviter tout frottement. Ce que j'aime chez Pandouce, c'est cette idée simple. Proposer un produit durable qui respecte nos pieds et un peu plus la planète. Alors, que tu prépares un 10 km, un trail, un marathon ou que tu cours juste pour le plaisir, ça vaut vraiment le coup de les tester. Tu retrouveras l'ensemble des produits sur le site www.pandouce.fr et tu pourras même passer commande. Je remercie Pandouce de soutenir le podcast et maintenant, place à l'épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et aujourd'hui, c'est une capsule, l'œil de la diète, enregistrée avec Aude, dans laquelle nous allons vous mettre à contribution. C'est en effet le retour du quiz nutrition dans lequel nous allons tester vos connaissances en matière de nutrition. 5 questions, 5 réponses, vrai, faux, mais vous le savez, on n'est jamais vraiment tranché dans nos réponses. On apporte de la nuance, des connaissances et des éclairages sur toutes ces questions de l'alimentation pour les sportifs. Alors, sans plus attendre, je vous laisse prendre un papier, un crayon, notez vos réponses et vous nous transmettrez à l'issue de l'épisode si vous avez fait le grand chelem. Pour rappel, cette capsule L'œil de la diète est enregistrée en partenariat avec Happy Run, marque de nutrition sportive française 100% naturelle à base de miel. Le quiz nutrition, 5 questions pour mettre vos compétences à l'épreuve, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes enregistré avec Aude Bazin pour lequel je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aude, alors aujourd'hui, petit quiz vrai-faux, on a de toute façon plein d'idées pour faire jouer les auditeurs et qu'on puisse avoir ton retour, ton expertise sur des questions, sur des mythes que l'on peut entendre dans les pelotons, dans nos groupes d'entraînement, dans les salles de sport, dans les conversations à table avec la famille. Et est-ce que tu te prêtes au jeu Aude sur ces 5 affirmations sur lesquelles on va s'étendre un petit peu parce que on va pas simplement dire vrai, faux ou un petit peu plus de nuances. Tu vas nous apporter un petit peu de ton expertise à chaque fois. Bonjour Sébastien, écoute avec plaisir, c'est parti pour ton vrai faux. Alors, première affirmation, il est préférable de consommer des édulcorants plutôt que du sucre. Faux. Les édulcorants, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais pour le microbiote. Ça favorise la lipogénèse, donc la prise de poids. C'est vraiment à éviter. Et pourtant, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser le plus souvent quand on souhaite perdre du poids ou quand on a des problèmes de prédiabète ou de diabète. Alors, malgré tout, pour nuancer un petit peu, je mettrai pas tous les édulcorants dans le même panier. On sait aujourd'hui que l'acésulfame K, l'aspartame sont potentiellement cancérigènes. Il y a effectivement des doses journalières à ne pas dépasser et il faudrait y aller pour les dépasser. Mais sans les dépasser, on sait malgré tout que ça a un impact néfaste sur le microbiote. Donc si on peut, on évite. En fin de compte, les édulcorants, aujourd'hui, on sait que c'est mauvais. Donc, acheter un yaourt aromatisé avec un édulcorant, ça n'a strictement aucun intérêt. En plus, ça va te pousser à en prendre un deuxième. Donc, je préfère un vrai yaourt, en plus, qui a du goût, qui a de la texture, et on assume sa consommation de sucre. Maintenant, ce qui est vrai, quand même, c'est que pour certaines personnes qui ont du mal à se passer de leur litre de coca, un certain nombre de produits très sucrés, s'ils ont recours à des édulcorants parce qu'ils ont du mal à gérer le volume, j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est un moyen pour eux de gérer. C'est peut-être pas le top, mais
on va dire que c'est pas si mal en attendant de trouver d'autres solutions et d'être mieux accompagné. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans tous les édulcorants, il y en a quand même 2 qui sont moins pires. Le premier, c'est la stevia. Quand on est sur des glucosides de stéviol, c'est-à-dire un produit naturel, et ça c'est pas toujours le cas parce que la plupart du temps, il y en a très très peu et c'est mélangé à de l'érythritol qui lui fait gonfler le ventre, fait ballonner et ça c'est très désagréable. Donc méfiance par rapport à ce que vous êtes susceptible d'acheter. Le deuxième, qui est très intéressant, c'est le xylitol. Le xylitol, c'est un édulcorant qui est issu de la sève de bouleau, qui est tout à fait naturel, qu'on va trouver en magasin d'alimentation biologique et qui a des effets bénéfiques et notamment qui protège contre les caries dentaires. Donc pourquoi pas? Attention, c'est toujours plus facile de l'utiliser dans un sucrage de yaourt ou de laitage, alors qu'en pâtisserie, il va se comporter un peu différemment par rapport au sucre, il sucre beaucoup. Donc méfiance, essayez de faire avec des recettes qui sont proposées par des gens qui s'y connaissent. Hein. Là, moi je m'inviterai pas de donner des conseils sur l'utilisation du xylitol. En ce qui concerne le miel, Aude, clin d'œil à Pascal et Laïla, qu'est-ce que l'on peut dire sur son pouvoir sucrant et ses propriétés nutritionnelles ? Alors, le miel, c'est un produit que j'adore, qui est hyper intéressant, qui a des propriétés antibactériennes, antioxydantes, si il n'est pas chauffé. Donc attention, on le met pas dans sa tisane trop chaude, on le fait pas chauffer. Quand on prend un pain d'épices, il faut avoir conscience qu'on a l'effet gustatif, mais qu'on n'a plus d'effet bénéfique. Et toutes ces propriétés antivirales, antibactériennes, elles sont intéressantes aussi. Mais par rapport à son pouvoir sucrant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre du type de sucre qu'il y a dedans. Plus le miel est liquide, plus il est riche en fructose, plus l'IG est bas. Donc, si vous souhaitez travailler avec une alimentation avec un index glycémique bas, allez choisir un miel de préférence liquide. Alors, deuxième affirmation, deuxième mythe sur lequel tu vas pouvoir nous apporter des réponses. Aude, le jus de brocoli va améliorer mon endurance. Allez, c'est vrai et faux. Alors, pourquoi ça va améliorer notre endurance ? C'est vrai tout simplement parce que le brocoli contient du sulforaphane, c'est un antioxydant qui est assez puissant et rien que pour ça, ça vaut le coup d'en prendre. Et par ailleurs, ça va agir sur ce qu'on appelle le cycle de Cori. C'est-à-dire qu'on sait que les athlètes qui consomment du jus de brocoli, ou en tout cas des compléments riches en sulforaphane et en glucosinolate, vont avoir un taux de lactate qui va être plus bas. Parce que au niveau du foie, nous, on a tendance à considérer la plupart du temps que le lactate, c'est un déchet. Mais en fait, c'est pas que un déchet, c'est un sous-produit métabolique qui peut être complètement reconverti en pyruvate, c'est-à-dire en glucides, pour redonner de l'énergie. Et il y a des gens qui, naturellement, ont cette compétence pour refaire justement du pyruvate par rapport au lactate. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. On les renvoie à l'épisode qu'on avait enregistré avec Bruno sur l'acide lactique. Donc, on pourra faire le pont entre ce que tu viens de nous dire, Aude, et le terrain finalement sportif avec Bruno qu'on avait évoqué justement. Parfait. Eh bien, quand on n'a pas cette capacité-là, les glucosinolates du brocoli, des germes de brocoli, vont aider justement à cette reconversion du lactate en pyruvate pour savoir réutiliser le lactate. D'où l'intérêt. Maintenant, le jus de brocoli, c'est pas fou, gustativement. En tout cas, moi, je suis pas complètement convaincue. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut consommer du brocoli très régulièrement quand c'est la saison. C'est plus efficace quand on le consomme haché et cru. Haché, on le laisse reposer une quinzaine de minutes et on le mange. Ça peut être par exemple un taboulé de brocoli. Ça fonctionne très très bien. Et il y a autre chose qu'on peut faire aussi. C'est acheter un germoir ou en faire un avec une gaze et puis un bocal, un élastique, c'est très facile à faire. Et on fait germer des pousses de brocoli. Et en fait, les germes de brocoli vont avoir effectivement aussi cet effet-là. Parce que quand on dit jus de brocoli, Aude, c'est le jus de la cuisson ou c'est le brocoli cru qui va être pressé ? C'est le jus du brocoli cru, pressé, mis dans une centrifugeuse. Ça veut dire qu'il faut avoir acheté une centrifugeuse et que ton brocoli, t'es prêt à avoir quelques millilitres par rapport à un brocoli que t'as déjà acheté un bras. Enfin, un bras.
on s'entend. Mais quand on veut faire manger une famille, moi, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est et pour un effet qui reste relativement modeste malgré tout. Parce que moi, j'aurais dit faux à cette affirmation. J'aurais dit non, c'est faux. Et tu as apporté la nuance avec quand même des aspects vraiment nutritionnels qui peuvent être intéressants. Mais attention toutefois, parce qu'il ne faut pas oublier que cet effet reste modeste et que c'est la cerise sur le gâteau quand on a déjà optimisé son entraînement, ses apports en glucides et la qualité de son sommeil. Bien évidemment, ce qu'on rappelle à chacune de nos capsules consacrées à la nutrition et également à l'entraînement. Alors, troisième affirmation, je mange sainement, je n'ai donc pas besoin de compléments alimentaires que je peux considérer comme inutiles. Eh bien, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est absolument indispensable d'avoir une alimentation équilibrée parce que c'est une alimentation équilibrée qui est la seule garante d'un équilibre et d'une assurance de ne pas avoir de carence. Toutefois, j'aimerais savoir quel est ton taux de vitamine D. Dis-moi, est-ce que tu as déjà fait une prise de sang pour savoir ? Je n'ai pas fait de prise de sang de vitamine D depuis longtemps et je sais que les enfants prennent régulièrement ces ampoules de vitamine D, ce Zima-D que le généraliste nous prescrit, mais je devrais même moi en consommer, même si je suis souvent à l'extérieur et à m'exposer à la lumière du jour, mais c'est quelque chose que j'ignore totalement. Et la vitamine D, elle est hyper intéressante, notamment pour le maintien de la force musculaire. On en parle souvent dans le métabolisme ostéocalcique, notamment chez les femmes en ménopause et post-ménopausées, mais c'est intéressant aussi pour les sportifs. Par ailleurs, toutes les femmes qui prennent une contraception hormonale vont avoir un déficit en vitamines du groupe B, donc c'est intéressant pour elles, au-delà de l'alimentation, d'avoir une complémentation en vitamines de ce groupe-là. Ça peut être une complémentation sous forme de gélules, ça peut être de la levure de bière aussi, ça fonctionne très bien. Et pour celles qui ont éventuellement une mutation génétique de type MTHFR, eh bien à ce moment-là, on va chercher des vitamines du groupe B plutôt méthylées, notamment pour la B9. Mais oui, la complémentation, parfois, elle est nécessaire. En sachant qu'Aude, je voulais moi porter également l'accent sur les qualités nutritionnelles des produits que l'on a aujourd'hui, qui sont peut-être pas celles que nous avions il y a 10, 20 ans en termes de propriétés. Là, tu parlais des vitamines. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile de savoir si les fruits, les légumes que nous consommons sont suffisamment chargés en vitamines. Même si on peut connaître leur provenance, il y a des choses qui ont quand même drastiquement diminué dans ces apports qui peuvent être apportés par l'alimentation. Tout à fait. D'une part, ça a diminué. Et par ailleurs, le souci qu'on a aussi, c'est que en fonction des circuits de distribution qu'on peut avoir, soit tu achètes un circuit court et tu sais que entre le moment de la récolte et le moment de la consommation, il s'est passé peu de temps, et dans ce cas-là, tu as encore un taux de vitamine qui est relativement intéressant, mais quand les fruits et les légumes sont passés par une centrale type Rungis, on ne sait pas combien de temps ils ont été stockés, et à ce moment-là, ce qui est certain, c'est que le taux de vitamine il était bas, mais en plus, il a chuté drastiquement. Alors, quatrième mythe, quatrième affirmation, il est préférable de boire par petites gorgées, notamment sur une course, que de grosses quantités de liquide au moment d'une prise, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Alors là, vrai, bien sûr, c'est sans surprise. Il faut absolument essayer de privilégier une hydratation régulière et à petite gorgée, petite dose, pour être sûr de la digestibilité de la boisson, que ce soit de l'eau ou une eau sucrée, une boisson d'effort, par rapport à un volume important. Je voudrais juste, si j'ai l'occasion de le faire, Sébastien, redire par rapport à ce qu'on disait sur les fruits et légumes et les vitamines, que attention, aujourd'hui, en plus, on a la problématique du mode de cuisson, du mode de préparation, et on les garde quand c'est cru, on les garde quand on fait une cuisson à la vapeur, mais à partir du moment où on choisit une vapeur sous pression, donc tout ce qui est cuisson assez nouvelle avec des appareils qui nous rendent service, Cookéo, je ne jette pas la pierre. Moi, à partir du moment où on fait maison, c'est mieux. Mais ce type de cuisson
et les cuissons au air fryer qui, là encore, je ne fais pas de jugement, j'en ai un aussi à la maison, mais un air fryer, ce type de cuisson-là, détruisent quand même une partie des vitamines. Donc le mode de cuisson est important. Pour revenir sur l'hydratation, on est en plein mois de janvier, là, Aude. Est-ce qu'il y a un risque d'être déshydraté pendant cette période hivernale où la sensation de soif est peut-être un petit peu moins présente? Il y a toujours un risque de déshydratation à partir du moment où on ne ressent pas la soif alors qu'on a une activité physique. Et c'est pour ça que c'est important, comme on n'en a pas conscience parce qu'on ne ressent pas cette soif, d'être vigilant en regardant la couleur de ses urines le matin, à se dire ah bah tiens, peut-être que j'ai pas été suffisamment précautionneux hier à pas boire assez alors que j'ai fait une grosse sortie, une sortie longue. Alors oui, on n'a pas soif, oui, la gourde elle est très froide, c'est pas super agréable. On peut mettre de l'eau un peu chaude pour qu'elle ait le temps de se refroidir le temps qu'on fasse sa sortie, ça peut être une idée, mais il faut essayer de boire. C'était la remarque d'un ami avec qui on a fait une séance de piste juste avant le passage de la nouvelle année. Et il me dit, mais t'emmènes ta gourde. Mais il dit, il fait pas si chaud que ça. Mais je dis, j'ai besoin, durant ma séance, au bout de temps de tours, au bout de tant de minutes, de consommer, de m'hydrater et de recharger de façon à pouvoir optimiser les performances sur le reste de la séance. Donc, je pense que c'est important de dire aux auditeurs que même en période hivernale, il est important de boire pendant l'entraînement et pendant les courses, bien évidemment, même si ça peut se faire un petit peu moins sentir que quand il fait 25-30 degrés, bien évidemment. Complètement. Et après, sur une course, ce qui va être important, c'est aussi le sucrage. Et c'est pour ça qu'on propose aussi un sucrage plus important avec l'hiver. On sait que les gens boivent naturellement moins. Une autre stratégie, ça peut être d'avoir une gourde isotherme pour l'hiver, pour pouvoir avoir une eau qui ne se refroidit pas trop, parce qu'une eau très froide, ça peut aussi faire très mal au ventre et provoquer des troubles digestifs. Oui, tu peux passer derrière la tribune et puis avoir un besoin impérieux. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je plaide coupable. Alors, 5e affirmation, 5e mythe, il est, Aude, impératif de manger dans les 30 minutes qui suivent un effort, un entraînement, une compétition. Eh bien, c'est faux, Sébastien. Je te mets au défi, mais je suis sûre que tu as déjà expérimenté de toute façon, après une séance énorme, d'essayer de manger dans la demi-heure qui suit. C'est juste impossible. C'est impossible. J'ai l'impression de ne rien pouvoir faire passer dans le tube digestif. Mais complètement. Il faut se laisser un petit peu de temps. Et quand bien même on parle de fenêtre métabolique et on essaye de manger au plus vite après l'effort, de toute façon, on sait qu'on a des capacités de récupération et de régénération qui peuvent s'étendre jusqu'à 72 heures après la séance. Donc, pas d'urgence. Après, évidemment, tout dépend des circonstances dans lesquelles on l'a fait. Je pense à des gens qui partent en voyage, c'est-à-dire en voyage professionnel, et qui n'ont pas forcément la possibilité de manger comme ils voudraient juste après une séance, et qui enchaînent ensuite des déjeuners ou des repas qui sont pas forcément idéaux pour la récup. À ce moment-là, ça peut être utile d'avoir des barres, d'avoir quelques éléments qui permettent, des aliments qui permettent de récupérer correctement, de se resucrer, de reprendre des protéines, et d'avoir éventuellement il y a un truc que je trouve pas mal à les Fruugis, c'est alors c'est pas parfait, mais en dépannage ça peut rendre service. Ce sont des fruits et légumes déshydratés qu'on n'a plus qu'à remettre dans l'eau, et ça fait quand même un apport en fruits et légumes. Bon, voilà. En dépannage, je trouve que c'est pas mal, notamment quand on n'est pas chez soi et qu'on maîtrise pas son alimentation. Mais c'était cette fenêtre, on va dire, métabolique qu'il fallait absolument respecter. Et c'était là où je voulais t'amener avec ce timing précis où il fallait absolument consommer. Mais je dois l'avouer, sur des séances qui sont des séances de fractionnés, bien souvent, après, la faim, elle se fait pas sentir tout de suite. Alors, est-ce que je suis allé trop loin dans l'effort ? Ce qui fait que le tube digestif, il a complètement été privé d'apport sanguin, ce qui m'empêche de me nourrir. Mais bien souvent, oui, il faut un temps un petit peu plus long que les 30 minutes avant que je puisse m'alimenter correctement. Alors, moi, je trouve que c'est pas un problème tant que tu dépends pas d'une structure particulière qui t'oblige à manger dans ce temps-là.
Parce que à partir du moment où on peut décaler le repas d'1 heure, 2 heures, ça peut suffire. Ça suffit. Ce que je trouve plus gênant, c'est quand on est dans une structure, et je le dis d'autant plus facilement que dans un crêpe, c'est pas évident. Je vois bien les jeunes qui ont tous les entraînements en fin de journée, qui doivent enchaîner après avec le dîner, qui me disent mais j'ai pas faim, je peux pas manger. Et je les comprends. Et pour autant, après, la difficulté, c'est que quand ils retournent dans leur chambre à 10 heures après l'étude, bah, ils ont faim. Et c'est là que ils mangent n'importe quoi, et qu'après, on leur saute dessus en leur disant, bah, tu vois, tu manges mal. Bah oui, mais sauf que c'est maintenant qu'ils ont faim aussi. Donc ce serait peut-être à adapter les entraînements pour les avancer et qu'ils puissent derrière profiter d'un repas, d'un dîner qui soit, on va dire, rassasiant et consistant. Exactement. Alors, Aude, on arrive au terme de ce quiz. On va inviter les auditeurs à nous livrer leur score. On l'a vu, hein, c'est pas du oui, non, il y a de la nuance et j'espère que tu as pris plaisir à jouer à ce quiz. Et je ne t'avais pas forcément indiqué toutes les questions, hein, donc tu es prise un petit peu à froid pour ce qui est de ces affirmations, mythes que l'on peut entendre. Je pense qu'il y en aurait d'autres, hein, qui peuvent ressortir à l'issue de conversations que tu peux avoir dans ton cabinet avec les sportifs que tu accompagnes. Oui, écoute, je me suis beaucoup amusée. Merci beaucoup pour ce quiz, et j'espère en faire d'autres bientôt. Eh bien, écoute, je te dis à très vite, Aude, pour une nouvelle capsule L'œil de la diète, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour vous, chers auditeurs, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute, et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, L'œil de la diète. Bonne semaine à vous!